Eh bien, bonsoir à tous. Je crois qu'on a été nombreux à réagir et à se mobiliser un peu dans les mêmes périodes sans se connaître, hein. J'ai entendu les intervenants précédents, que ce soit par rapport au décès d'un proche en hôpital qu'on ne peut pas revoir, par rapport à ce qui se passe dans les services d'hôpitaux, dans les EHPAD. Nous, on s'est mobilisés autour de la question des résidents en EHPAD. Parce que ça devenait compliqué. À l'issue du premier confinement, la réouverture a été très longue à se faire. Donc, on s'est retrouvé à plusieurs familles de différents EHPAD du Rouennais, donc dans la Loire. Et aujourd'hui, on est pratiquement 170 de 43 départements différents, dont 70 de la Loire. Il y a effectivement un gros noyau dur dans la Loire parce que c'est un peu le fief d'origine, mais c'est par là qu'on s'est fait connaître au niveau de la presse et des interlocuteurs et des acteurs locaux. Mais ce n'est pas forcément auprès des acteurs locaux qu'on a eu le plus d'écho, ou en tout cas avec des retombées sur le terrain. Donc on est assez content maintenant alors premièrement, on est en train de se constituer en association, là c'est imminent. Il y a un vote en cours au niveau pour l'élection du bureau notamment. Les statuts sont tout prêts. On est assez content parce que en commençant à travailler avec vous tous et avec d'autres partenaires aussi, bon, non seulement il y a ce sentiment de ne pas être tout seul, de reconnaissance aussi, voilà, de ne pas être tout seul, d'être complémentaire, d'avoir tout à gagner à se rencontrer. Et puis d'accéder du coup au deuxième objectif qu'on s'était fixé, qu'on s'était donné tout au moins. Le premier étant là tout de suite maintenant, la temporalité du moment présent, de faire bouger les lignes et les choses pour nos parents en EHPAD. Alors j'ai bien entendu tout à l'heure, nos proches ou nos parents, on emploie les deux parce qu'il se trouve qu'effectivement c'était concrètement nos parents pour la plupart d'entre nous, mais je suis tout à fait d'accord avec la notion de proche qui inclut les amis proches. Personnellement, ça me parle beaucoup. Donc on avait cet objectif premier parce qu'il y avait urgence à ce que la situation se règle en EHPAD, mais l'urgence c'était pas la même notion pour tout le monde, hein, puisqu'on en sort à peine. On n'en est pas sorti d'ailleurs. Et la deuxième objectif étant de pouvoir être, nous, famille, d'abord d'avoir une parole, une écoute, hein, puis d'être force de proposition et de pouvoir participer à des groupes de travail sur un peu la place de chacun. En premier lieu, la place du résident dans l'EHPAD ou même dans l'EHPAD de demain qui ne sera pas un EHPAD. Je l'espère bien. Et de créer du lien entre le lien dont parlait Catherine tout à l'heure, le lien entre tous pour que justement on puisse apprendre tous ensemble à gérer les crises autrement, parce que on n'est pas tant que tout va bien, mais le jour où il y a crise, on s'aperçoit qu'on a laissé beaucoup de choses derrière la porte quand on est résident. Donc, peut-être que pour illustrer tout ça, je peux un petit peu résumer ce que j'avais rédigé moi comme témoignage. On en reçoit des tas et des tas de témoignages. Là, c'est à partir de mon histoire personnelle, mais d'autres peuvent s'y reconnaître parce que c'est malheureusement pas un cas unique, hein. J'avais intitulé ça « Chronique d'un glissement annoncé », rétrospective en 10 actes. Alors, je ne reparlerai pas du premier confinement qui a été fait de sidération, de frustration, d'impuissance, de désolation. Bon, on l'a tous vécu. Il s'est terminé pour nous, on a cru qu'il se terminait pour tous. Ça a été long à se mettre en place dans les EHPAD. Il y a eu la parenthèse de juillet-août. On a un peu vécu comme un rêve éveillé, mais tout en sachant que ça n'allait pas vraiment durer. Effectivement, en septembre, pour nous, fermeture brutale de l'EHPAD, annoncée aux familles par téléphone. Le 22 septembre, mise en place des visites encadrées, durée 30 ou 40 minutes selon les EHPAD, des rendez-vous en salle commune, 5 ou 6 familles à la fois, donc le bruit des conversations, le parent quasiment inaudible de l'autre côté de la table ou de la vitre, ça dépend. On nous met le gel sur les mains, sans doute qu'on ne saurait pas faire tout seul. Les résidents n'ont plus le droit de sortir dans le parc, ni même sur la terrasse, ni nulle part. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils ne sortiront pas avant 1 an. Fin septembre, il y a un protocole signé par l'ARS et le département, tout le monde l'a eu celui-ci, mais décliné un peu différemment peut-être selon les départements,
Et les visites encadrées se limitent maintenant à 2 par résident par semaine, et c'est effectivement devenu un vrai parloir. Ça conduit à des animations de rendez-vous qui étaient déjà pris si le résident a la chance ou la malchance d'en avoir déjà eu 2, etc., etc. Ça dure tout le mois d'octobre. Début novembre, on nous informe que les visites passent à 1 par semaine par principe de précaution, ce qui fait que si on ne peut pas honorer un rendez-vous pour raison de travail ou autre, eh bien, ça repousse à 10 jours parce qu'on vous refuse de modifier les choses. Bref. Ensuite, on a à peine le temps d'envisager une réouverture que ça fait ensuite à des cas de Covid avérés. Test des résidents, des personnels, et là, tous les résidents sont de nouveau, comme au mois de mars l'année d'avant, isolés en chambre et les visites interdites jusqu'à nouvel ordre. Et ça, c'est quand même un terme qui change beaucoup de choses dans l'esprit des gens, des résidents comme des familles, et c'est pour moi l'illustration d'une vraie violence des mots. En ce qui nous concerne, pour reprendre sur la petite histoire dans la grande, donc le témoignage, le 4 décembre, nous sommes appelés par une infirmière qui nous informe que l'état de notre mère se dégrade, qu'elle est de plus en plus somnolente, que côté alimentation, ça va pas fort non plus. Moi, je me dis, elle commence à glisser. Et ça ne me surprend pas. Ça fait des semaines, tout le mois d'octobre, que je perçois d'elle à distance, téléphone, à 3 mètres, ou Skype, quoique non, les Skype, on avait même laissé tomber, et que je vois de la tristesse, de l'abattement, un regard vide, confus, une perte de combativité, plus de sourire, plus d'envie, difficulté à nous situer, etc. Alors, cette dégradation n'est-elle pas aggravée par l'isolement, la privation de visite de ses proches, le manque de stimulation et de contact avec ceux qu'elle aime? Je pose la question. Est-ce que son état ne nécessite pas que nous venions la voir plus souvent? Réponse de l'infirmière en ces termes. Ah mais non, madame, on n'est pas sur une fin de vie à court terme. Violence des mots, acte 2. Nous décidons donc avec ma sœur de demander une dérogation par écrit, copie ARS, etc. Le jeudi suivant, à titre exceptionnel et pour rassurer la famille, écrit en gras souligné, une visite nous est accordée. Une personne, une demi-heure. Sans surprise, je trouve ma mère plutôt éteinte. Et lorsque je lui demande pourquoi elle ne mange pas, elle me regarde dans les yeux et elle me répond: cette vie-là, ça n'a plus de sens. Parce que comme tant d'autres résidents, ma mère attend 2 choses, la mort et la visite de ses proches. Si on enlève les visites, dites-moi ce qui reste. Le 22 décembre, on nous appelle de nouveau pour nous dire que notre mère est sur une fin de vie et que nous pouvons venir la voir tous les jours. Ceci va avec cela. Une personne, une demi-heure. 2 personnes, un quart d'heure chacune. Ça n'est venu à l'idée de personne que parfois un œil ouvert ou un sourire qui permet à ma mère de nous voir, c'est au bout d'une heure et quart ou d'une heure et demie. Le 26 janvier, donc un mois plus tard, et je peux vous dire qu'entre-temps, on n'a pas raté un seul rendez-vous. L'infirmière nous appelle de nouveau et nous demande de venir auprès de notre mère qui est mal. Et le lendemain, le jour de ses 97 ans, 7h15, ma mère tire sa révérence. Ce que je voudrais dire, alors j'en suis pas encore à l'analyse, c'est un timide retour d'expérience. J'ai entendu tout à l'heure ou lu dans le chat s'empêcher de vivre pour ne pas mourir. C'est quand même le comble. Et moi, je ne demandais pas à l'EHPAD d'empêcher ma mère de mourir. Je la savais fragile et mourir même en EHPAD, même du Covid, c'est entendable. Parce que vivre, c'est risquer, c'est faire des choses ensemble. C'est sourire, c'est parler, c'est sortir, c'est échanger, c'est partager, c'est plein de choses. Et on ne peut pas figer l'espace, le temps, les gens, pour prétendre tenir le risque à distance. Tenir vainement le risque à distance. On ne peut pas voler les gens de leur essentiel, dont parlait Catherine aussi. Même et surtout pour des personnes âgées vulnérables, on ne peut pas faire ça. Mourir de solitude et de tristesse, privé de nourritures affectives, c'est indécent et c'est indigne de notre société. Donc, la dernière phrase, qui est une phrase de conclusion, elle n'est même pas de moi, c'était la conclusion de notre dernier groupe de travail. C'était posons-nous la question de quelle humanité éprouvons-nous le besoin et quelle humanité voulons-nous vraiment. Voilà, je vous remercie. Anne, je ne dirais pas grand-chose par rapport à cette intervention. Tout le monde a vu ce qu'elle signifie, les valeurs que ça mobilise et toute l'intensité d'une expérience bouleversante. Donc je ne vais pas commenter, on voit au-delà des mots ce qui ne se dit pas et ce qui reste, j'allais dire, une blessure vive. Et je pense que c'est ce qui nous a aussi motivés à l'espace éthique à nous engager aux côtés de celles et ceux qui veulent donner voix et j'allais dire combat à cette expérience qu'ils ont vécue. Pour
ce qui nous concerne, puisqu'on arrive dans la phase un peu de fin de notre rencontre, ce qui est paradoxalement bouleversant, c'est les paroles qu'on peut échanger comme on le fait ce soir. C'est-à-dire, on est la France, c'est-à-dire on est tout le monde qui s'est exprimé. Ce n'est pas les intellectuels qui cogitent sur les questions d'éthique, c'est les gens qui font vivre à la fois la réflexion et la politique et l'action. C'est pour ça que je trouve que c'est un moment important que l'on vit à travers l'initiative qu'on est en train de développer. Tu l'as dit, il y a des initiatives un peu partout, celles qui sont un peu visibles, un peu structurées, celles qui sont moins visibles, mais qui sont aussi offensives, hein, puisqu'on voit sur le terrain, dans les EHPAD, mais aussi dans d'autres établissements, comment il y a des petits groupes de familles qui sont regroupés pour faire la pression et qui n'acceptent plus ce qui est inacceptable. Donc c'est ça aussi où il faut apporter la communication par rapport à ce qu'on les uns les autres on a à dire et on a à communiquer, serait-ce que pour donner le sentiment aux autres qui luttent, qu'ils ne sont pas seuls. Et c'est un vrai combat politique et important dans cette période où la tentation, ça serait d'oublier qu'il y a une pandémie, qu'il y a des gens endeuillés et de faire comme si l'important de la société, c'était de se retrouver pour prendre un café ou pour aller au spectacle. Je pense qu'on a aussi à résister ici pour dire c'est bien, s'il y a un après, tant mieux. Si la pandémie perd en intensité, même si on peut douter que c'est sur du long cours, mais quels sont nos engagements aujourd'hui? Je trouve que c'est très très important ces différentes interventions qu'on a eues les uns les autres.